Bonjour, la vidéo qui suit est issue d'un long travail de recherche effectué par Thomas, un simple citoyen. La singularité de sa démarche est qu'il s'est efforcé de remonter à la source d'origine des informations. Ces vidéos ne prétendent pas délivrer de vérité. Elles sont mises au service du discernement de chacun. Pour en savoir plus sur ma démarche, je vous renvoie à la vidéo de présentation en lien dans la description. Il faut lentement mais sûrement comprendre qu'il n'y a plus de politique intérieure nationale. Il n'y a plus que des politiques européennes qui sont partagées dans une souveraineté commune. And the question that I wanted to ask Ms. Redding was that in the debate in Stockholm, you responded to an audience member who was querying whether the EU was good for value by saying that 80% of Swedish laws were in fact not Swedish but European, according to the transcript. And I was wondering whether, is this true across all the EU, or do the Swedes get special treatment? Nobody gets a special treatment. All citizens are equal and all member states are equal. But yes, I do not know if it is now 80% or if it is 75%. The truth is that most laws which are applied and executed, implemented at national level are based on European laws, directives which then have to be translated into national laws. So the biggest part of the legislation which is applied in a given member state, in one of the 28, is decided by the European Parliament in co-decision with the Council of European Ministers. And that is why it is so important that people are aware of the power which they entrust to the European parliamentarians, who in a majority vote can decide upon the laws which afterwards are applied or not applied in the European member states. Je le dis franchement, je pense que l'Europe sera d'autant plus intéressante pour tout le monde qu'on arrivera à une dissolution de l'État-nation et quelque chose de beaucoup plus intégré. Les écologistes ont toujours été extrêmement clairs là-dessus et je crois beaucoup à une Europe fédérale, à une Europe avec des institutions. Ce qui est en train de se passer en Europe, c'est une atteinte totale à la démocratie. C'est-à-dire qu'on a transféré toute une série de pouvoirs à des gens non élus. Et que ces gens sont non élus. Le pouvoir monétaire, oui. Le pouvoir monétaire, le pouvoir sur les frontières, le pouvoir sur toute une série de... La justice britannique est maintenant soumise à la justice européenne, c'est-à-dire qu'elle est inférieure à la justice européenne. Le Parlement britannique, les décisions qu'il prend, si c'est attaqué en Cour de justice européenne et s'ils perdent, eh bien, la Cour de justice l'emporte sur le Parlement britannique. C'est-à-dire que les Britanniques ont perdu toute leur souveraineté. Et il est hors de question que le pays qui a inventé la démocratie se laisse gouverner par des gens qui n'ont été élus par personne. Et qui ne se rendent compte à personne. Donc, si vous voulez, c'est ça, le débat, c'était, est-ce que vous voulez être gouverné par des démocrates de chez vous que vous pouvez virer, ou est-ce que vous voulez être géré par des technocrates que vous pouvez pas virer? Et les Anglais ont dit, en bon anglais, et je l'avais annoncé, j'ai écrit toute une série de papiers en disant, le Brexit va avoir lieu, parce que les Anglais, ils choisiront pas toujours l'international, le grand large, mais ils choisiront toujours la démocratie, puisque c'est eux qui l'ont inventé. Or, aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte, mais nous ne sommes plus en démocratie.
Ça fait un petit moment. J'ai pas l'impression de vivre dans une dictature tout de même. Mais vous vivez dans une dictature molle. Vous vivez dans une espèce d'Union soviétique molle. Vous n'avez plus de responsabilité. Donc, on est en train d'essayer de recréer, par exemple, ça fait 40 ans qu'ils essayent de nous expliquer que les nations, c'est très mal, et qu'il faut remplacer les nations européennes, qui sont le cœur où la liberté s'exerce, par une espèce de construction européenne dont finalement les peuples ne veulent pas. Et ce qui me tue avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est que on est en train de violer les peuples. Jamais on a demandé au peuple, est-ce que vous voulez que votre justice soit mise sous les ordres de Bruxelles? Jamais. C'est un discours aujourd'hui qui est un leitmotiv dans toutes les formations eurosceptiques européennes, de UKIP, Front National, même Front de gauche à la limite en France, pareil pour Alternative for Deutschland. Il est vrai ce discours. Donc ça correspond à une réalité. Donc pour vous, la bonne nouvelle, c'est qu'enfin on a appuyé sur le bouton. On a fait tomber le deuxième mur de Berlin. Bon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Europe n'a plus aucune légitimité. Elle a la légalité, mais elle n'a plus la légitimité. Le vote anglais a enlevé toute légitimité à l'Europe. C'est fini. L'Europe aujourd'hui est un truc de fonctionnaires, fait par des fonctionnaires pour des fonctionnaires. Est-ce que si l'Assemblée nationale n'a plus de pouvoir, parce que c'est l'Union européenne maintenant qui génère la plupart des lois? Oui, moi j'ai voté non à la Constitution parce que je suis pourtant jeune, hein, j'ai grandi avec l'Europe, j'adore, c'est formidable, tout ça, l'absence de frontières, génial. Mais c'est une Europe, enfin, pardon, d'abord elle est techno. Il y a les types qui dirigent l'Europe aujourd'hui, ils ont été élus par personne. Oui, les commissaires qui portent bien leur nom. Oui, élus par personne. En France, il y a une majorité de gens qui sont souverainistes, c'est-à-dire qui souhaiteraient que la France recouvre son autonomie, son indépendance, sa liberté, son pouvoir de décider et de choisir, et que ces gens-là, ils sont majoritaires dans la population et minoritaires dans leur représentation. Et je pense que quand on s'aliène, quand on se vend, quand on renonce à sa souveraineté nationale au profit d'une souveraineté européenne, eh bien effectivement, on renonce à la liberté. On n'aime pas la liberté quand on demande à Bruxelles de décider de notre ligne politique. J'estime que ces questions-là, quand elles sont posées et qu'elles sont tranchées par le peuple, comme c'est le cas chez vous, je trouve toujours étonnant que ces gens qui font profession de célébrer le peuple détestent le peuple quand le peuple s'est exprimé. On demande au peuple suisse de s'exprimer sur une question, le peuple suisse s'exprime et d'un seul coup on trouve qu'il s'est mal exprimé. C'est le principe de la démocratie, on demande aux gens leur avis et s'ils donnent leur avis, eh bien on tient compte de leur avis. 54,4%, c'est le pourcentage du non des Irlandais au traité européen de Lisbonne, un non qui s'est exprimé par référendum. Le Premier ministre Brian Cowen n'avait pas le choix, la pression de Bruxelles était énorme. Les Irlandais auront droit à un deuxième référendum d'ici fin octobre 2009. Que se passe-t-il si les Irlandais disent à nouveau non ? Eh bien, on leur reposera la question une troisième fois, jusqu'à ce qu'ils disent oui. En France, on a demandé l'avis des Français sur la question du traité européen. Les Français ont dit qu'ils ne souhaitaient pas ce traité. On leur a dit, vous l'aurez quand même. Et c'était, souvenez-vous, deux individus dont on prétend qu'ils sont opposés, à savoir Sarkozy et Hollande. Ce sont ces deux-là qui, après avoir constaté qu'en demandant au peuple, eh bien, effectivement, ils ne souhaitaient pas de l'Europe, on leur a redonné de l'Europe en convoquant le Sénat et l'Assemblée nationale. Les Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte largement, 55% contre 45% pour le oui. Vous avez majoritairement rejeté la Constitution européenne. C'est votre décision souveraine, mais ne nous y trompons pas. L'avenir de la France et le destin de l'Europe sont liés. Intimement liés. Maintenant, l'enjeu est de remettre de la politique en Europe, de ne plus abandonner l'Europe. Alors le traité de Lisbonne qui a été signé ici derrière moi il y a quelques heures est une réplique fidèle à 90% de la Constitution européenne. Les journaux de Copenhague ont ce matin des titres de crise nationale. La réponse du Danemark à l'Europe ? Non. Un non d'horreur qui secoue les marchés financiers. Les dirigeants européens ont réussi à trouver les voies du compromis au sommet d'Édimbourg en offrant une porte de sortie aux Danois qui vont pouvoir revoter au printemps prochain. Les Irlandais étaient les seuls parmi les 15 à recourir au référendum pour ratifier le traité de Nice. Mais ils ont choisi de ne pas le ratifier. Le téléphone a beaucoup fonctionné entre Dublin, Bruxelles et les principales capitales européennes pour trouver une solution. On parle maintenant d'un arrangement qui consisterait à organiser un deuxième référendum.
Ce soir, avec ce non sorti des urnes, la Grèce impose à la zone euro un saut dans l'inconnu. Fort de sa victoire, le Premier ministre Alexis Tsipras va tenter cette semaine de peser sur les Européens. Mais ce n'est pas fini, puisqu'on l'a dit, le gouvernement grec devrait annoncer dans 48 heures une nouvelle série de mesures d'austérité. L'expérience a montré qu'interroger un pays sur des sujets extrêmement compliqués, on l'a vu au moment du traité constitutionnel, aboutit à une inconscience collective. Il faut arrêter de penser que les élites sont mauvaises, que le peuple est bon. Moi, je ne crois pas que le peuple, dans sa grande sagesse, est capable de tout comprendre. Moi, je ne comprends pas tout. Il faudrait interdire les référendums. If this is European democracy in action, as we've heard this morning, I suggest we have a rethink. We're told that as a result of the European elections, Mr Juncker here is the nominee. Well, I can tell you that absolutely nobody in the United Kingdom knew that when they voted in the European election, it had anything to do with the next nominee. And the truth of it is, your voters, actually in your countries, didn't realise what this process was. Mr Juncker's name did not appear on any single ballot paper. And the whole thing has been the most extraordinary stitch-up. I mean, the loser, Mr Schulz, gets the consolation prize of being an unprecedented second-term president in the Parliament. I mean, it's all just a pretence that we're increasing democracy. Now, of course, I'll be told, yeah, but hang on a second. The European Parliament, the elected bit of the European institution, did actually have a say and did decide whether Mr Juncker was to become Commission President or not. Well, let's just have a think about the process we're about to engage in. We've all got to be asked to vote, and we've got one candidate to vote for. I mean, it's like good old Soviet times, isn't it? Surely democracy means you get rather more of a choice than one. But I think far worse than that, it is going to be a secret ballot. I mean, you really couldn't invent it, could you? Hard on the heels of a European election, our voters are not going to know how any of us have voted. And I would say to you, Mr Schulz, as President of the Parliament, the Parliament shouldn't vote in secret. The whole point of being publicly elected representatives is we should be held accountable for our actions to our own voters. On peut effectivement être dans un retrait, souhaiter une autre Europe et dire que on se désengage pour un certain nombre de choses. Il faut que ce soit sérieux, que ce soit grave, pour éviter après la contamination, pour pas que ce soit un épisode en quelque sorte qui n'emporte aucune conséquence. Moi je fais partie des gens qui poussent à fond pour que ça soit dur, c'est parce que il faut qu'on voit ce que c'est. Il faut prendre au sérieux. Voilà. Moi, ils ont voulu sortir, mais on va respecter leur vote, mais jusqu'au bout. Ils vont le bouffer jusqu'au bout. Mais le problème, c'est que si on rend la sortie britannique pas douloureuse, ça va donner des arguments à Marine Le Pen, à l'extrême droite européenne. Effet de contagion. Et ça risque d'avoir un effet contagion. Et donc du côté, juste pour terminer, donc l'idée c'est plutôt de rendre cette sortie la plus brutale et la plus douloureuse possible, et les Britanniques vont donc souffrir.
Nous ne ferons pas l'erreur de David Cameron, rassurez-vous. Nous n'allons pas faire de référendum pour la sortie de la France de l'Union européenne, ça je puis vous l'affirmer. Nous croyons en la démocratie, mais nous croyons aux bonnes questions par rapport aux bonnes réponses. Un référendum, c'est l'erreur. Et c'est même une faute politique quand on pense que les gens sont plutôt hostiles. Ça coûte énormément et ça ne rapporte rien. Vous voyez la situation dans laquelle on est aujourd'hui avec le Brexit. Franchement, qui peut envier ça? Et moi, je ne souhaite pas ça pour la France. Je laisserai la proposition du Frexit à Madame Le Pen et je souhaiterais que les autres candidats soient un peu plus sérieux, un peu plus consistants et qui développent leur projet. Ils le sont sûrement, mais qu'ils oublient le référendum. Comment peut-on avoir 25 ans, avoir grandi en Europe, avec l'Union européenne, et rejeter cette Europe aujourd'hui? Alors attention, ce n'est pas un rejet de l'Europe. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a été très mal compris, surtout vu depuis l'étranger, la France, l'Allemagne, etc. C'est un rejet du projet politique en soi. La Grande-Bretagne fait partie de l'Europe, ce sont des Européens, ils font partie des mêmes valeurs, ils partagent les mêmes valeurs, et ce ne sont pas les individus, les Européens qui le rejettent, c'est bien le système politique obsolète qui le rejette aujourd'hui. Donc il ne faut surtout pas confondre ça. L'Europe est un continent, l'Union européenne, c'est le projet politique auquel ils ont souhaité envoyer un message, et dans l'espoir aussi que l'Union européenne se réveille pour le bien-être de tous ceux qui y sont encore. Comment êtes-vous devenu eurosceptique ? Ça, c'était par mon expérience au Parlement européen. Donc, quand j'ai commencé à travailler au Parlement européen, j'ai été vraiment interpellée par le fossé en fait entre le train de vie des bureaucrates à Bruxelles et celui des citoyens européens qui, par exemple, dans les pays du Sud, vivaient des niveaux de chômage et de misère records, alors qu'au niveau des bureaucrates, il y en a plus de 10 000 qui sont payés plus que le Premier ministre britannique, par exemple. Ils ne payent pas d'impôts, ils peuvent boire, manger, voyager, tout frais payés, et ça, à mon sens, ça entretient cette bulle qui au final va finir par imploser et créer une distance entre les citoyens et leurs représentants. En tout cas, il y a déjà eu l'explosion d'une bulle aujourd'hui en Grande-Bretagne. Beaucoup de nos interlocuteurs depuis ce matin nous disaient, ceux qui étaient favorables au Remain, nous disaient mais de toute façon la Grande-Bretagne n'a pas de plan B, on est sorti aujourd'hui de l'Union européenne, mais nous n'avons pas encore prévu ce plan de sortie. Vous êtes d'accord avec ça? En fait, le plan de sortie, il est déjà prévu par l'Union européenne, même dans le traité de Lisbonne à la base. Si un pays souhaite se retirer de l'Union européenne, il y a ensuite une période de négociation, donc ça va être un processus qui va être progressif, graduel. Derrière ces vitres, 600 experts en économie venus de tout le continent
travaillent sans relâche. Leur mission, surveiller les comptes publics des 27 pays d'Europe. Depuis mars 2013, la Commission peut demander à modifier les projets de budget de ces États avant même leur adoption par le Parlement. Nicolas Filippone, 32 ans, sorti de nos grandes écoles, est l'un des 15 spécialistes de la section France, celle qui scrute jour après jour notre économie. La section France ne fait pas que surveiller. Elle conseille, elle suggère, elle propose des sanctions. Pour la France, en 2012, donc il y avait 5 recommandations. Extrait du dossier France, préparé par Nicolas Filippone, 32 ans. Les procédures applicables au licenciement continuent d'engendrer des coûts potentiellement importants pour les employeurs. Autrement dit, en France, les salariés sont trop protégés lorsque les entreprises veulent licencier. Ou bien encore, les allocations de chômage pour les travailleurs plus âgés et notamment leur durée pourraient constituer des incitations limitées à travailler. En clair, il faudrait réduire la durée de ces allocations. Dans le meilleur des mondes de Bruxelles, des technocrates, loin du terrain et des réalités sociales, décident sur un ordinateur comment doit évoluer notre régime des retraites ou le système d'allocation des chômeurs. La matrice de notre politique n'est plus à l'Élysée ou à l'Assemblée nationale, mais ici. Mais ça veut dire que les dirigeants européens ne sont pas à la hauteur. Mais ça veut dire que nous ne sommes pas de vraies démocraties. Alors ne donnons pas de leçons aux autres. Nous sommes des démocraties d'opinion, des démocraties médiatiques. Aujourd'hui, nos dirigeants parlent au micro, parlent pour les caméras. Ils parlent pas pour les peuples. Ils ont oublié les peuples.